Chapitre 14. Papier. Combien de temps cela prendra-t-il au corbeau pour revenir avec mes papiers ? Je demande d'une voix blanche. Je dirais 3 jours, 4 au maximum, me répond Poppy, entortillant autour de ses doigts une longue mèche brune échappée de son chignon fouillis. Allez, Gastefrisch, déstresse. Je t'assure que le directeur recevra tes paplards bien avant la gorgée du roi. Ma nouvelle amie repousse son assiette terminée et glisse une boule de gomme à mâcher entre ses lèvres. Le hasard des plans de table nous a rassemblés pour la soirée. Je partage le souper avec elle, Raphaël de Montesueño et 3 autres pensionnaires que je n'ai jamais côtoyés jusqu'à présent. Poppy a choisi d'adopter le ton le plus familier pour s'adresser à moi, sans que je sache si c'est par réelle sympathie ou pour tenir près d'elle une rivale potentielle dans la course à la gorgée du roi. Pour l'heure, c'est le cadet de mes soucis. Je ne concourrai jamais à cette épreuve si le corbeau revient avec des papiers affichant un portrait qui n'est pas le mien. Avec ses grands yeux lointains, son nez retroussé et son haut front bombé, Diane de Gastefrisch ne me ressemble pas du tout. En un coup d'œil, mon faucon mettra mon usurpation au jour. J'ai peur que le corbeau s'égare en route, d'autant que les tempêtes d'automne vont bientôt commencer, je prétends. Comment être sûr qu'il arrivera à bon port ? Et d'ailleurs, où est-ce qu'il est censé arriver ? Directement dans la piaule de mon faucon, me répond Poppy, cessant un instant de mastiquer sa gomme. Cet épouvantail crèche sous les toits, au milieu des hiboux et des corbeaux. Je me sens blêmir, voyant m'échapper toute possibilité d'intercepter le courrier avant qu'il soit lu. « Je te charrie, darling », s'exclame Poppy, avec cet accent anglais que je trouvais charmant et que j'ai soudain envie de lui faire ravaler. « Si tu voyais ta tête !» Elle part d'un éclat de rire franc, repris par les autres convives. L'un d'entre eux s'exclave plus fort que les autres, comme pour attirer l'attention de la belle brune. Un garçon du nom de Thomas de Longue-Dune, dont les yeux brillent chaque fois qu'il les pose sur Poppy. Il n'y a que Raphaël à rester de marbre. Mais le rire de l'Anglaise se transforme bientôt en quinte de toux. Elle presse un mouchoir contre sa bouche, le temps de reprendre son souffle, à moins que ce soit pour recracher sa gomme à mâcher. Même si mon faucon est un rustre, il doit tenir son rang, reprend-elle, après avoir fait disparaître son mouchoir dans la poche de sa robe de denim. Il dort au 1er étage, dans une chambre de maître. Tu l'imaginais vraiment niché au grenier comme un ermite sorti de je ne sais quel roman à sensation ? Non, bien sûr que non, je rétorque, en m'efforçant de rire à mon tour. Proserpina Castle-Cliff fait la maline pour amuser la galerie, mais elle ne se doute pas qu'un véritable ermite hante les entrailles de la grande écurie à l'insu de tous. Un monstrueux reclus aux mains suturées, au régime d'eau broyée, qui lui couperait net l'envie de plaisanter si elle le frôlait. Les corbeaux voyageurs arrivent par la volière, déclare soudain Raphaël, coupant court aux taquineries de l'Anglaise. Comme chaque fois que je l'ai vu, il est entièrement vêtu de noir. C'est semble-t-il la mode à la cour d'Espagne, d'où j'ai appris qu'il était originaire. Là-bas, la faculté a pris la forme d'une inquisition plus sévère encore qu'en France, et on y célèbre les ténèbres de manière plus funèbre. Pour le reste, le passé de Raphaël reste un mystère. Il semble aussi solitaire dans l'aile des garçons que Naoko dans celle des filles, 2 étrangers peinant à trouver leur place à la grande écurie. Il pointe son index à l'ongle verni de noir vers la fenêtre. Prenant soin d'éviter de regarder la grille maudite et ses macabres trophées, je suis des yeux la direction qu'il indique, jusqu'à une tourelle de pierre haute et étroite, érigée au bout de la 2e aile. Dans l'air du soir, des corbeaux entrent et sortent au travers d'ouvertures rondes ménagées sous le toit conique. La volière communique avec le cabinet de poste, m'explique encore Raphaël, avec son accent hispanique. Chaque matin, un page vient relever les missives arrivées pendant la nuit pour les apporter au grand écuyer. Les corbeaux viennent de toute l'Europe et au-delà, des Provinces-Unies, d'Autriche, de ma Castille, et même des Indes. Ses yeux verts sombres se voilent. Si les corbeaux peuvent parcourir les milliers de lieues qui nous séparent de l'Orient, ils pourront aisément venir d'Auvergne jusqu'à Versailles. Lady Castle-Cliff a raison. Il ne faut pas vous en faire. Vos papiers seront bientôt sur le bureau du grand écuyer. J'affecte un sourire soulagé. Derrière cette façade, je rumine les informations que je viens d'apprendre. Ce cabinet de poste, il faut absolument que je m'y introduise. Quand exactement le corbeau arrivera-t-il ?
Et comment le reconnaîtrai-je? Ça, je l'ignore encore. Mais je dois l'intercepter, je n'ai pas le choix. Je passe une nuit agitée, qui ne me repose guère. Chaque fois que je parviens à m'assoupir, la vision cauchemardesque des têtes tranchées me réveille en sursaut. Au matin, je m'extirpe de mes draps trempés de sueur. Les contusions de mes multiples chutes de cheval sont plus douloureuses encore que la veille. La journée s'écoule lentement. Je suis d'une oreille distraite les cours de conversation de Madame de Chantilly, et je me borne à esquiver lors des passes d'armes orchestrées par la chevalière de Saint-Loup. Au soir, enfin, le moment que j'attendais arrive. On nous accorde 1 heure entre la fin des cours et le souper pour nous préparer. J'échappe aux soins de Naoko, prétextant vouloir me retirer seule dans une salle d'eau du rez-de-chaussée afin de m'épiler. En réalité, je pars explorer les couloirs de la grande écurie. On laisse en théorie les pensionnaires aller et venir librement dans l'enceinte de l'école, mais la tourelle de la volière et le cabinet de poste attenant se situent du côté de l'aile des garçons. Autorisera-t-on une jeune fille à s'y aventurer? Mes pas me mènent jusqu'au grand escalier central par lequel nous descendons habituellement à la salle de gala pour le souper. Je le traverse prestement et pénètre en territoire inconnu. Je passe devant plusieurs gardes suisses, prenant l'air affairé et évitant de croiser leurs regards fixes. Nul ne m'arrête. J'imagine que les garçons doivent eux aussi être occupés à leur toilette du soir. À cet instant même, une porte s'ouvre à ma droite, libérant un nuage de vapeur. Un garçon torse nu en émerge, un drap de bain noué autour des hanches, tenant un paquet d'habits dans ses bras finement musclés. Confuse, je reconnais Tristan de la Roncière, les joues échauffées par la chaleur du bain, les cheveux encore humides. « Diane de Gastefriche » s'exclame-t-il. « Que faites-vous ici ?»« Je cherche le cabinet de poste. » Je bredouille, détournant le regard de ses abdominaux dessinés. J'ajoute aussitôt. « Madame Thérèse m'a chargée d'aller chercher une missive. »« Vraiment ? Attendez, je remets mes vêtements de jour et je vous y conduis. » propose-t-il. Sans me laisser le temps de lui dire que je peux me débrouiller seule, il rentre dans la salle d'eau pour en émerger quelques instants plus tard, vêtu de sa chemise, de sa culotte et de ses bas. « C'est parce que vous êtes une campagnarde que Madame Thérèse vous a envoyé faire cette course à la place d'une servante ?» me demande-t-il en se mettant en route. Son visage affiche un sourire goguenard que j'ai aussitôt envie d'effacer à coups de gifle. Je me contente de ricaner. Très drôle. Mais vous avez tout faux. Je me suis moi-même proposée, car il s'agit d'un courrier d'Auvergne me concernant directement, que j'ai grand hâte de décacheter. Tout en marchant, Tristan me scrute de ses yeux de lynx clairs, comme s'il tentait de lire dans mes pensées. Entre ses mèches blondes encore mouillées, j'aperçois la longue balafre traversant sa joue droite. « Je comprends, » dit-il. « Vous avez le mal du pays. » « Non, pas du tout, » je rétorque. Mais ce n'était pas une provocation. Nous ne sommes plus en joute oratoire sous le regard de Barvoc. Il n'y a que Tristan et moi dans le couloir désert. « Vous êtes très forte si vous avez réussi à oublier votre province quelques jours seulement après l'avoir quittée, » dit-il, une expression nostalgique chassant son air moqueur. « Beaucoup plus forte que moi. Ça fait 2 ans que je suis à la grande écurie, et les grandes forêts de mon pays me manquent encore. Elles m'ont marqué à jamais dans mon cœur et dans ma chair. » Il touche sa balafre d'un mouvement instinctif. Ce n'est pas une tentative pour cacher un défaut dont il aurait honte, mais plutôt un geste spontané pour effleurer un souvenir. Je suis tombée nez à nez avec un ours un soir en rentrant de chasse. Nous avons lutté à main nue. Je ne suis jamais passée si près de la mort. Et étrangement, je ne me suis jamais sentie si vivant. Il pousse un soupir. La faculté m'a diagnostiqué mi-sanguin, mi-mélancolique. Dans mes forêts, c'était le sang qui prédominait. Mon cœur battait à plein au cours de mes longues chevauchées en solo. Mais ici, à Versailles, la bile noire m'instille son poison mortifère. J'ai l'impression d'être en cage. Il m'arrive de pleurer certains soirs en songeant aux Ardennes. Cette confession inattendue m'ébranle davantage que les jeux de mots compliqués et les piques assassines. Il faut du courage pour combattre un ours à main nue. Il en faut davantage encore pour admettre que l'on pleure dans cette école où tout aveu de faiblesse est aussitôt sanctionné. Cet étrange noble vient d'une terre sylvestre, comme moi. C'est un chasseur solitaire, qui a le même profil humoral que le mien. Aurions-nous d'autres choses encore en commun ? Je ne veux même pas y penser.
sauf si ça peut m'aider à le manipuler pour arriver à mes fins. Ne le dites à personne, mais je crois que je ne serai jamais à ma place à la cour, me glisse-t-il, en tournant au coin d'un couloir. Ma mère m'y a envoyé pour représenter les Laroncières. C'est une maîtresse femme qui administre notre fief avec justice depuis la mort de mon père, et je ferai de mon mieux pour lui obéir. Mais mon âme, elle, restera toujours dans les forêts. Comme la mienne, je lui assure, soucieuse de renforcer ce lien qu'il a cru percevoir entre nous. J'avoue vous avoir menti en prétendant ne pas avoir le mal du pays. Nous sommes pareils, vous et moi, des campagnards, comme vous l'avez dit. Nous devons nous serrer les coudes. Le sourire qui se dessine à nouveau sur son visage n'a plus rien de goguenard. Parfait, j'ai marqué un point. Nous y voilà, annonce-t-il, en s'arrêtant devant une porte de bois brut, sans ornementation. Il frappe 3 coups. Entrez, fait une voix bourrue de l'autre côté. La porte s'ouvre sur une pièce au mur couvert d'étagères où s'empilent des tiroirs soigneusement étiquetés. Un vieux valet en livrée couleur taupe se tient derrière un secrétaire, occupé à noter des comptes dans un gros registre. Diane, voici Fulbert, premier valet de l'aile des garçons, m'annonce Tristan. Bonjour, monsieur, dis-je. C'est Madame Thérèse qui m'envoie. Je voudrais savoir si un corbeau est arrivé d'Auvergne, de Clermont plus exactement. Le vieux valet m'examine par-dessus ses besicles, puis il tire un nouveau registre de son secrétaire et se met à le compulser. Clermont, murmure-t-il. Non, je ne vois rien. Il n'y a que du courrier en provenance de Pluminy, comme chaque jour. Voulez-vous que je vous fasse prévenir si nous recevons quelque chose ? Je vous en saurai gré. J'effectue une révérence qui semble amuser Tristan. Vous êtes une curieuse demoiselle à vous incliner devant un valet, dit-il, après que nous avons quitté le cabinet. Vous ne faites décidément rien comme tout le monde. M'incliner devant la valetaille, ça m'amuse follement. Je fanfaronne, jouant à l'insupportable snob pour attraper ma bévue. J'aime faire les choses à ma guise. C'est ce que j'ai entendu dire, en effet. Votre escapade d'il y a 2 nuits en est le fougueux exemple. Une vraie chasseuse de vampires. Ma respiration se bloque. Que voulez-vous dire ? Je balbutie. Que vous chassez vos amants parmi les immortels, à ce qu'il paraît, répond-il. Ouf, Tristan ne sait rien du pieux ni de mon projet d'assassinat manqué. Il fait juste référence à ma ridicule histoire d'amour vampirique. La rumeur a visiblement gagné l'aile des garçons. Il ne faut pas croire tous les ragots que vous entendez, chevalier de la Roncière. Je le tense, parvenu au grand escalier. Non, bien sûr, dit-il. Je préfère toujours avoir un témoignage de première main. J'espère que le plan de table des soupers à venir nous réunira bientôt. Votre compagnie m'enchante, et j'espère que la mienne ne vous déplaît pas trop. Son sourire s'élargit imperceptiblement, teinté d'une émotion nouvelle. Même si je n'ai pas les attraits sulfureux d'un seigneur de la nuit. Je me contente de lui sourire à mon tour. Je ne le laisse pas indifférent. Soit, voilà un atout dans ma main. Je n'hésiterai pas à jouer ce cavalier de cœur à ma guise, dans la partie serrée qui mènera à ma vengeance. Sans ajouter un mot, je m'enfuis dans l'aile des filles.